Ah, le grand moment est arrivé. Un moment auquel je m'attendais depuis un petit moment. Donc ça n'a pas été une surprise aussi énorme pour moi que ça l'a été pour ceux qui ont découvert la série au fur et à mesure. Voilà, ça fait partie des choses que je regrette un petit peu. Vous savez, d'être au courant de ça, on en a tellement entendu parler de ces noces pourpres que c'était difficile de ne pas être un petit peu au courant. Surtout que oui, je savais que c'était associé à une certaine phrase, Lannister vous salue. Donc, j'avais déjà une assez forte idée d'à qui ça arriverait aussi. C'est pour ça que ouais, ça n'a pas été aussi choquant pour moi que ça l'a été pour ceux qui ont découvert au moment où c'est sorti. Et c'est vrai que c'est un manque de ma part. Mais voilà, c'est pour dire qu'on expérimente différemment selon la personne les choses qu'on voit. Et ouais, ça n'a pas été aussi impactant pour moi que pour vous sans doute. Enfin bon, on va un petit peu commencer cette histoire-là avec beaucoup de choses qui se regroupent. J'aime beaucoup ça dans cet épisode. Il y a des choses qui se lient, qui se regroupent. Il y a ce fameux mariage entre Edmure et la fille Frey qui arrive à grands pas et énormément de choses se rassemblent autour de ça. On se centrera pas sur Port-Réal. Et c'est déjà assez sympathique de voir que on essaye de garder ça un petit peu centré. J'aurais pas été contre qu'on se centre encore davantage là-dessus parce qu'il y a quand même d'autres choses à côté. Notamment le passage autour de Daenerys dont je parle tout de suite. Où ils préparent un petit peu leur plan pour conquérir Hyundai de la façon la plus propre possible. Et il y a Daario qui suggère qu'il utilise le fait que en ce moment même, ils croient encore que les Puinés sont avec eux pour se faufiler en douce dans l'enceinte du château et faire entrer l'armée par surprise en ouvrant les portes de façon à ce que ça se fasse de la façon la plus propre possible avec le moins d'effusion de sang. Et ouais, comme je l'avais prévu, on voit que Jorah est un petit peu jaloux puisqu'il se rend compte que Daario est assez entreprenant, un petit peu entreprenant envers Daenerys et ça a l'air de marcher un petit peu. Et ouais, il est aussi un peu suspicieux, ce qui est logique parce que c'est pas impossible et que ce qu'il présente c'est pour nous avoir par surprise. C'est-à-dire que il fait croire qu'il est avec nous, mais pour nous prendre dans le dos. Et non, ça se passera pas comme ça, puisque le plan se passera très bien, quoi. Enfin, ça se passera très bien. Il y aura une petite alicroche à un moment donné, parce que voilà, il se faufile avec les deux meilleurs soldats, c'est-à-dire Jorah et le chef des Immaculés. Désolé, j'ai dit illuminé plusieurs fois, je m'excuse. Le chef des Immaculés qui s'appelle le Vert Gris, il me semble, un truc comme ça. Il faudra que je me souvienne de son nom apparemment, parce qu'il a l'air d'être super important. Et ouais, au début, ça se passe bien, il se faufile, mais il y a plusieurs soldats qui arrivent. Ils vont nous faire un petit suspense, mais bon, ils arrivent à les battre. Et l'opération est un succès. Hyundai est conquise et la plupart des soldats esclaves se sont rendus sans qu'on les tue. Voilà, et elle est contente, et surtout, elle remercie davantage Daario, ce qui ne plaît pas à Jorah, parce que ouais, il sent qu'elle part vers quelqu'un d'autre. Voilà, son amour pour Drogo commence à s'estomper un petit peu, il commence à partir vers un nouveau chéri, semble-t-il. Donc il est un petit peu dépité par ça. C'était pas mal, ça poursuivait bien ce qui avait été dit avant, et voilà, c'était un encart, un petit écart pour renforcer l'armée de Daenerys, ce truc-là, hein, puisque maintenant elle a plus de soldats qu'avant encore. Et elle a un nouveau prétendant. C'était ça. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que ces amis représentaient au chef de Yunkai. Je ne sais pas, je pose la question comme ça, peut-être qu'il en aura d'autres et ça va enchaîner tout un tas de conflits qu'elle n'aurait pas eu si elle n'avait pas si elle ne s'était pas attaquée à la ville. Nous verrons bien. C'était pas mal. Le truc par rapport à ça, c'est un détail. J'aurais pas été contre et que ça soit gardé pour un futur épisode, ça, qu'on se centre davantage, qu'on passe davantage de temps sur ces préparatifs de mariage et tous les gens qui s'y rendent autour d'Edmure et la fille Frey, mais c'est pas le cas. Il y a un autre élément qui, pour moi, quand même, est assez important, quoi. C'est pour ça que j'ai moins de problèmes par rapport à ça. C'est autour de Bran, qui commence enfin à avoir de l'importance. Voilà, il a une scène vraiment importante où on sent que ça a de l'impact. Et de Jon Snow, où ça va un peu se recouper. C'est cool, on fait se recouper
plusieurs trucs dans cet épisode. Ça fait plaisir. Et donc, ouais, on voit Bran et compagnie qui sont en chemin, je sais plus exactement où. Est-ce qu'ils suivent exactement les directives d'Osha pour aller vers Château Noir ou en fait non, je ne sais pas, c'était un petit peu particulier ça. C'est, ils ont un stade où ils sont un peu indécis, semble-t-il. Ils s'arrêtent à une espèce de moulin abandonné près du mur, quoi. Et ouais, pendant ce temps-là, on aura Jon Snow qui suivra toujours la petite armée et qui sera placé face à un dilemme où ils veulent s'emparer de chevaux qui sont gardés par un petit gars, un garde assez vieux qui est innocent, n'a rien fait de mal, etc. Et ça lui plaît pas qu'il décide de le tuer comme ça. Et donc il essaye un petit peu de s'avancer, de dire non, c'est pas la peine de le tuer en donnant des excuses, mais tout le monde dit merde, on va le tuer, hein, ce sera plus pratique pour nous quoi qu'il arrive. Il essaye de lui créer une petite ouverture pour s'enfuir, mais ça amène à ce que plusieurs sauvageons prennent des chevaux en plus de lui pour le pister et ils le suivent jusqu'au moulin. Le moulin où se trouve Bran et compagnie, hein, la compagnie qui repère un petit peu ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des sauvageons qui arrivent, qui s'en prennent à quelqu'un, ils savent pas exactement où est qui fait quoi, parce qu'il y a juste la sœur de Newt qui regarde un petit peu, les autres sont là, oh, il faut pas qu'on fasse de bruit, il y a Hodor qui panique un petit peu, parce que je sais pas, il a peur de la pluie ou un truc comme ça, ou de l'orage, j'en sais rien, est-ce que ça a été appuyé un temps soit peu avant, mais bon, c'est là que Bran se découvre un super pouvoir par rapport à son statut de warg, c'est-à-dire que non seulement je peux contrôler un peu l'esprit des animaux, mais je peux aussi contrôler l'esprit de d'Odor, un humain semble-t-il. Hein. Donc, je sais pas, il a l'air d'être un petit peu en déficience mentale puisqu'il ne fait que prononcer son nom, donc c'est pas non plus quelqu'un de très poussé en termes mental, mais ouais, il arrive quand même à manipuler de façon à le calmer, à l'endormir. Et Newt se dit, wow, c'est dingue! Oh, si t'arrives à faire ça, tu devrais pouvoir sans problème contrôler ton loup. Et il se dit, ok, je vais essayer. Bran arrive à contrôler son loup. Au moment où Jon se voit poser face à son dilemme jusqu'au bout, c'est-à-dire, tu dois le tuer pour prouver ta bonne foi envers nous. Et Jon, qui a son esprit noble, se dit, non, je peux pas. Il y a Ygritte qui essaye de l'épauler en le tuant à sa place, mais c'est montré comme étant davantage une trahison, comme quoi il veut vraiment pas nous suivre, et la fille essaie de le couvrir. Donc, on se retourne tous contre lui rapidement. Ça va un peu vite, ce genre de choses. Mais il saute un peu aux conclusions par rapport à ça, je trouve. Mais bon, c'est pour mettre en avant du conflit. Et il essaye de rattraper un peu le coup pour Ygritte en faisant en sorte qu'elle soit de leur côté à eux. C'est-à-dire quoi? Elle essaye de se mettre de mon côté. Non, je la pousse, dire non, je vais me battre tout seul parce qu'il y a qu'à moi qui vont en vouloir. Il arrive quand même à bien se défendre et il est aidé par le loup de Bran qu'il arrive à contrôler. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce loup-là, il y a les deux loups qui attaquent, puisqu'il y a aussi le loup de son frère. Là, j'imagine qu'il a suivi le mouvement, l'autre loup. Et ouais, quoi, grâce à ça, il arrive à s'en sortir, à tuer l'autre warg que possiblement. C'est un peu particulier parce que bon, le mec s'est a mis son esprit dans celui d'un corbeau. Et apparemment, le corbeau s'est barré. Donc, son corps humain est mort, mais c'est pas un corbeau, c'est un vautour. Je dis un corbeau, c'est un vautour. Donc, le vautour, il sera là, quoi. Sans doute, ça va être un élément important, j'imagine. Et ouais, donc il finit par se barrer en laissant Ygritte dans son coin pour faire en sorte qu'elle soit pas pourchassée avec lui, j'imagine. Ygritte a l'air de le vivre assez mal. J'avoue que c'était pas mal, même si, à titre personnel, j'aurais été tellement content qu'il y ait vraiment deux camps qui se rejoignent enfin, deux groupes qui se rejoignent finalement. Mais ça, c'est aussi un truc qui rend peut-être l'épisode un peu frustrant pour moi, c'est-à-dire que, ouais, on voit ces recoupements, ces moments où ça se rejoint un petit peu, mais rapidement, l'espace d'une scène, et puis après, ça se resépare en fait. Ça essaye de se réunir, mais en fin de compte, la réunion se passe pas. Et ouais, ça va être le pire cas avec les noces pourpres qui arrivent, mais c'est le cas aussi, quoi. Jon Snow, donc, se retrouve séparé du groupe, et puis voilà.
Et en fin de compte, ça crée plus de groupes disparates parce que il va y avoir Ygritte dans son coin avec les autres, il va y avoir Jon Snow dans son coin, il va y avoir Bran dans son coin qui, après ce qu'il a vécu, se dit merde, allez, faut que je trouve la corneille à 3 yeux, bordel de merde, on va enfin la trouver cette conne, putain. Et il s'est dit, ok, donc je vais suivre les conseils de Newt, je sais, c'est pas son nom, je m'en fous, je l'appelle comme ça, et pour suivre la trace de la corneille, tandis qu'il demande à Osha d'amener son petit frère à un endroit plus sûr, au cas où ça se passe mal. Donc c'est des au revoir un peu déchirants, où voilà, on a deux séparations quoi. Donc on a plus de groupes séparés, même si j'imagine que Osha et le frère de Bran, on les verra pas trop. J'imagine qu'on se centrera davantage sur Bran, Newt, sa sœur et Hodor. Hein, j'imagine que ce sera davantage ça. C'est frustrant, une fois de plus, parce que on éparpille de plus en plus les personnages, à un stade où ça commence à m'ennuyer un peu. Hein. Et étant donné que on nous promet dans cet épisode, un petit peu au début, de réunir certains personnages pour en fin de compte ne pas le faire, il y a ce côté un peu frustrant, qui est voulu, c'est clair et net, mais c'est pas génial à ressentir, je trouve. D'ailleurs, oui, pour parler rapidement de ça, tant que j'y pense, il y a une scène très rapide autour de Sam et de Ver qui arrivent enfin au rempart du mur, à Fort Knox ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, Fort quelque chose. Et ouais, j'imagine que ça avance petit à petit. C'est le genre de choses, une fois de plus. Ce petit morceau-là, bah, vous auriez pu le mettre dans un segment entier après, dans l'épisode d'après. Ok, bah je sais pas, je vois pas trop l'intérêt de faire ça dans cet épisode-là. Excusez-moi, j'aurai d'autres, faut vraiment que je me calme par rapport à ça. En tous les cas, va y avoir donc un passage important où Robb et compagnie se rendent dans le château du maître Frey, je sais plus comment il s'appelle, c'est son nom, son prénom, et parallèlement, il y aura une scène avec Arya et le limier qui s'y rendent aussi, hein, pour des raisons différentes. Mais bon, hein, c'est pour que Robb soit enfin réuni avec sa sœur. Et voilà, il y a cette espèce d'espoir qui s'instaure. Et heureusement que je savais ce qui allait se passer pour pas être trop déçu, mais voilà, cet espoir va être réduit en morceaux. Et il tombe en chemin, ces deux-là, sur un mec qui est venu vendre sa petite cargaison de porc en charrette, et il décide, vous savez quoi, plutôt que de venir à cheval de façon aussi ouverte que ça, je vais me faire passer pour le vendeur de porc en l'assommant et en le tuant. Il y a Arya qui dit, merde non, ne le tuez pas, il a rien fait, et il y a une bonne conversation entre eux pour parler de la lâcheté du limier qui tue quelqu'un qui lui a rien fait, qui est faible. Et il y a vraiment cette espèce de conversation intéressante entre eux. Et c'est un truc euh, que j'aime bien et qui fait que j'espère de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, que la famille Stark, au bout d'un moment, sortira vainqueur de quelque chose. S'en sortira avec une espèce de récompense de futur qui s'annonce bien d'ici la fin de la série. Hein, parce que je sais que la série est terminée, si ça se trouve, je me plante royalement et j'espère de tout cœur que c'est pas le cas. Ne me dites pas comment ça se passe, s'il vous plaît. Hein, je veux le découvrir par moi-même. J'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose comme ça après toutes les merdes qui lui arrivent. Parce que malgré tout ce qui leur arrive, il montre encore cette noblesse d'esprit, ce côté, on va pas tuer quelqu'un, on va pas s'en prendre à quelqu'un simplement parce que c'est plus facile pour nous. Il faut que cette personne, quand on s'en prend à elle, elle le mérite. Et, et ouais, c'était le cas avec Jon Snow, il n'était pas prêt à ce qu'on tue quelqu'un pour garder sa couverture. C'est pareil avec Arya, elle veut pas qu'on tue quelqu'un juste parce que ça arrangerait un petit peu son passage, ses retrouvailles avec les siens. J'espère vraiment que cette famille-là arrivera à sortir vainqueur de quelque chose. Et ouais, ça promet moyennement, en tout cas pour l'instant avec ce qui se passe à la fin, mais voilà. En tous les cas, ouais, ils s'approchent et au bout d'un moment, ils finiront par arriver trop tard par rapport à ce qui va arriver. Parce que ce qui va se passer, je reviens en arrière, avec Robb et compagnie qui se rendent enfin auprès de Lord Frey, après avoir devisé un petit peu de son plan pour attaquer Castral Rock avec sa mère. Donc
il fait une petite réminiscence sur ce qui s'est passé avant, comme quoi il n'a pas écouté les conseils de Kathleen lorsque il a pris certaines décisions et ça s'est retourné contre lui, comme lorsqu'il a envoyé Théon demander l'aide aux siens, sachant que, oui, peut-être que ça a un petit peu aidé que Théon les rejoigne, n'empêche que je vois pas ce qui aurait empêché les Greyjoy d'attaquer le nord, même si Théon les avait pas rejoints. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas non plus trop t'en vouloir par rapport à ça. Il t'a trahi, Théon, mais je pense pas que ça aurait changé grand chose au fait que les Greyjoy te fassent la guerre. Hein. Enfin bon. Voilà quoi, ils en discutent un petit peu et elle est totalement d'accord avec lui. Hein. Il faut leur faire ressentir ce qui se passe quand ils perdent quelque chose de cher. Donc allez, vas-y mon fils. Ouais, encouragement, hein, ça va bien se passer, on le sent. Et ils arrivent enfin donc auprès de Frey. Il y a Robb qui fait ses excuses comme il l'avait promis, ses plates excuses au Seigneur et à ses filles pour pas avoir tenu sa promesse, son serment. Et ouais, ça a l'air d'être bien pris au début, pour l'instant. Et ouais, il y a une mur. Alors, il y a un truc que j'apprécie bien autour d'Edmure, c'est le fait que ce soit quelqu'un de super superficiel par rapport à ça. Et il a un peu peur d'épouser une moche, en fait. C'est ça qui l'énerve le plus. C'est dire, oh mon dieu, si ça se trouve, je vais épouser un laidron. On va me forcer à épouser un laidron. Et au moment de la cérémonie, alors qu'il sait toujours pas qui va épouser, lorsqu'on découvre la fille et que c'est plutôt un canon, il se dit, ouf! Ah, c'est génial! C'est marrant de la part du personnage. À peu près la seule chose de drôle qui va se passer là-dedans. Et donc la cérémonie se passe plutôt bien, une ambiance un petit peu joyeuse. Il y a même la tradition du coucher où on doit faire en sorte de voir le mari pénétrer à sa femme pour la première fois devant tout le monde. Tout le monde le prend plutôt bien. Bon, la femme en question se dit, ça me gêne un petit peu quand même, parce que c'est assez intime, mais à part ça, c'est vu de façon plutôt festive. C'est intéressant de faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le mariage de l'épisode précédent, où c'est pas du tout la même ambiance. Mais c'est beaucoup plus factif de la part de pas mal de gens, et notamment Lord Bolton qui a dit qu'il se rendait là, et ben il est présent, hein. Et c'est là que ça va partir en couille. Mais bien en couille. Après quelques interactions jolies. Il y a... vous savez, le truc bien pour toucher la corde sensible. Tiens, mon futur enfant, si c'est un garçon, je vais l'appeler Eddard comme ton père. Oh, c'est gentil, Talissa. Un futur joyeux et lumineux s'offre à nous. Et c'est là que non, en fait. Hein. Il y a Kathleen qui se rend compte qu'il y a quelque chose de louche qui se passe quand il voit qu'il y a des invités qui sont habillés en armure, et elle n'a pas trop le temps de réagir que le piège se referme parce que Lord Frey s'est dit merde, l'alliance qu'on a nouée, j'en ai plus rien à foutre maintenant, il m'a trahi une fois, donc je me joins au Lannister, et c'était tout ça un gros piège pour se débarrasser de la tête du roi du Nord. Donc voilà, c'est un gros guet-apens, il y a des tonnes de soldats des Lannister qui attaquent, il y a Bolton qui est de leur côté. Donc voilà, s'il a renvoyé Jaime, c'est pas juste parce qu'il voulait pas avoir de problème, c'est aussi parce qu'il a juré allégeance aux Lannister totalement en fait. Ok. Et ouais, tout le monde se fait tuer, la plupart des soldats se font tuer, le loup de Robb se fait tuer, Talissa se fait tuer de la façon la plus horrible qui soit, en se faisant poignarder le ventre. Donc voilà, on tue le bébé avant de tuer la mère, hein, ah non mais c'est horrible en plus, hein. C'est assez horrible parce qu'il y a un moment donné, il y a Kathleen qui essaye de faire la grande femme forte, une dernière fois, en prenant la femme de Lord Frey en otage, en l'implorant de relâcher son fils. Sinon, elle la tuera, et elle promet de pas faire acte de vengeance après ce qui s'est passé. Mais non, il s'en branle royalement. Lord Frey dit ouais, tu es là, j'en prendrai une autre. Et donc Robb finit par se faire tuer, et Kathleen aussi, en ayant perdu à peu près toute volonté à la dernière seconde, parce que oui, elle a vu son fils mourir sous ses yeux.
Ça vous déprime, hein, c'est clair et net que ça vous déprime. Je comprends très bien que ça ait laissé un impact mémorable, ça. Après, ça m'a pas autant impacté, comme je l'ai dit, parce que je savais ce qu'il allait se passer, qu'il allait y avoir des pertes. Et je me doutais avec la façon dont on mettait en avant le bonheur de Rob et de sa femme que ça allait mal se passer pour eux, quoi. Il y allait en avoir au moins un qui allait crever. J'espérais que peut-être Rob ou Kathleen survivent à ça. J'espère au moins Kathleen, vous savez, parce que c'est une femme qui a tellement traversé, qui a montré une telle force d'esprit, et qu'elle se fasse tuer après son dernier essai de coup d'éclat, ça fait mal au cœur pour elle. Et voilà, ils meurent tous. Et il y a Arya qui essaye de les rejoindre, mais pas à temps. Elle voit que le loup de Rob se fait assassiner, et il y a le limier qui l'assomme pour l'amener ailleurs parce qu'il se rend compte que c'est trop tard. Et il veut quand même essayer de la protéger un peu, en dépit du fait qu'il y a une vraie animosité entre eux. Et voilà, quoi, la réunion qu'on pouvait enfin espérer, ben dans le cululu. C'est déprimant cet épisode. À dessein, c'est clair et net, mais c'est déprimant à un stade un peu trop excessif pour moi. Mais ouais, je peux pas nier une seconde que ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti qu'une mort avait un tel poids. Hein. Tant plus que c'est plusieurs morts. D'ailleurs, au passage, j'y pense. Je suis sûr que Geoffrey va se faire un plaisir de l'annoncer à Sansa plus tard. Je vois bien cette scène où Geoffrey viendra tout content narguer Sansa en disant que son grand frère et sa mère sont mortes. J'imagine bien cette scène. N'empêche que, ouais, les aînés de la famille Stark, en dehors de Jon Snow qui est un peu à part puisque c'est un bâtard donc il est moyennement reconnu comme un Stark, sont tous morts. Maintenant il reste plus que les jeunes enfants. Arya, Bran, son petit frère, Sansa qui honnêtement je sens que dans sa position va pas apporter grand chose pour arranger le nom des Stark. Donc ouais, c'est une mauvaise passe pour eux, ce qui veut dire que le conflit va continuer entre Stannis et les Lannister. Ça me paraît un peu logique. D'ailleurs, en parlant de Stannis, ça me fait penser donc au sort qu'il avait lancé dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que Mélisandre avait pris des sangsues pour aspirer le sang de Gendry pour avoir du sang royal, et il a lancé une espèce de sort par rapport à ça. Il a commencé par Robb. Il a dit Robb, puis après le seigneur Greyjoy, et enfin Geoffrey Lannister. Dans cet ordre-là. Et l'épisode suivant, on voit que Robb finit mal. Est-ce que ça veut dire que c'est dû en partie à la malédiction qu'il va lancer? Est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est un peu comme ça qu'on est censé l'interpréter? Et donc que ça va se passer selon un certain ordre? Donc on peut espérer que au bout d'un moment, Lord Greyjoy va pas tarder à se faire avoir lui aussi, et encore plus tard Geoffrey. Ça montrerait bien la puissance du maître de la lumière, ça, c'est clair. Et honnêtement, s'il suffit juste de prélever un peu de sang pour faire ça, c'est rien qui épuise grandement. Pourquoi ils ont pas fait ça directement, hein? Ou bien le sang de Stannis était trop épuisé pour faire ça? Il fallait vraiment le sang de Gendry? Je sais pas, c'est un détail. Un épisode bien réussi, assez impactant dans le drame que ça crée, surtout à la fin. Je trouve que ça aurait mérité, à titre personnel, qu'on se centre davantage sur ce passage-là, parce qu'il y a certains moments des noces des murs qui auraient pu être davantage appuyés. On aurait pu davantage appuyer ce moment-là et, je sais pas, garder certains éléments pour plus tard, le passage avec Daenerys et tout. Je sais pas, je trouve que ça apporte pas grand chose, quoi. Ça fait vraiment la parenthèse d'à côté. Autant le passage avec Bran et Jon Snow, ça me paraissait plutôt de mise, puisque on est à fond dans les rencontres, les retrouvailles qui ne peuvent pas se faire autour des Stark, donc ça va à fond dans le thème. Le passage d'Daenerys, je trouvais qu'il faisait un peu trop. Et ouais, c'est un épisode relativement court si on le compare au reste, puisque ça atteint à peine les 50 minutes et quelques, alors qu'il y en a la plupart qui dépassent les 55 minutes dans cette saison. Donc il y a un côté déjà un peu raccourci par rapport au reste. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fourré l'arc Daenerys. Mais je sais pas, je trouve que vous auriez pu davantage développer ces noces pourpres, comment on s'y rend, etc. Et il aurait pu y avoir pas mal de passages comme ça. C'est sûr qu'au passage, j'en ai pas parlé, mais
c'est un détail histoire de trouver des choses à redire. Lorsque le limier prépare le chariot et se fait passer pour le livreur de viande pour ça, il arrive avec genre 2-3 heures de retard, quoi. Pour livrer la viande qui était prévue pour le banquet, et apparemment ça n'a manqué à personne, personne n'a fait gaffe. C'est un peu bizarre ça, personne n'a fait gaffe. Eh, où est passé le porc qu'on devait avoir? Non, bon, c'est pas grave, on fait ça, personne l'a dit. Et lui, le mec, bon, il a perdu un peu de temps en assommant le mec, en faisant une pause pour bouffer une partie de la nourriture, je comprends. C'est vrai, je peux comprendre, mais putain, avoir un hôtel de ce niveau-là, c'était un petit peu gros quand même. C'était un petit peu gros. C'est le détail, c'est pas pour dire que c'est énorme, hein. C'est histoire d'avoir des choses à dire. C'est assez impactant sur la fin, moins pour moi, parce que je m'y attendais, c'est ça tout le problème, mais c'est quand même très impactant sur la fin. Mais j'irais pas dire que c'est un des plus grands épisodes qui soit, quoi. Dans ce que ça veut faire passer, c'est fort, mais dans la façon dont ça le montre, il y a des épisodes qui sont mieux réussis dans cette saison à titre personnel. Ça reste un bon épisode, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et ouais, c'est tout ce que ça me fait faire, c'est espérer qu'au bout d'un moment, les Stark arrivent à rebondir, à remonter la pente d'une façon ou d'une autre, parce que je trouve qu'ils le méritent vraiment, beaucoup plus que d'autres. À bientôt pour l'épisode 10 et final de cette saison 3. Bye!